Le vol du serpent à plumes. Armando Cossani. Livre 1, chapitre 1. Je n'ai jamais pu comprendre cet homme étrange, à la parole mesurée, qui paraissait prendre plaisir à me confondre par ses observations caustiques et paradoxales sur toute chose. Il donnait l'impression d'être un taciturne, mais peu après l'avoir fréquenté, on ne pouvait manquer de remarquer le fait le plus extraordinaire que j'ai connu dans ma vie agitée. Il était un sourire. Il l'était des pieds à la tête. Il ne souriait pas, n'avait pas besoin de sourire, tout son être était ce sourire. Cette impression me parvenait aussi d'une manière très curieuse et difficile à expliquer. Je dirais seulement que le sourire apparaissait comme une propriété naturelle de son corps et qui émanait jusque de sa démarche. Jamais je ne l'entendis rire, mais il possédait le don de communiquer, selon les circonstances, sa joie ou sa gravité. Jamais je ne le vis déprimé ni bouleversé. Pas même durant ces jours de trouble, vers la fin de la Seconde Guerre, alors qu'à la suite d'une révolution politique j'allais finir en prison, il n'entreprit absolument rien pour obtenir ma liberté. Dans cet incident, il démontra encore qu'il était un homme hors du commun, et il semblait même acharné à me voir rester en captivité. Une fois, comme je lui reprochais cette attitude, il me dit « Tu es beaucoup mieux ici que là-bas dehors. Au moins ici, tu es bien accompagné, et il est même possible que tu t'éveilles. Mais on ne peut même pas dormir ici, lui dis-je. C'est ce que tu penses, parce que tu ne sais pas encore quelle façon de dormir se révèle la plus dangereuse et nuisible à la longue. Quelqu'un veille sur toi, jusque dans ton sommeil, et tu es bien accompagné. Dans le pavillon où j'étais prisonnier, se trouvaient aussi beaucoup d'hommes que je respectais pour leur valeur intellectuelle et dont les conversations m'intéressaient, en fin de compte. Avec certains d'entre eux, je jouais d'interminables parties d'échecs. Mais nos bavardages suivaient toujours la voie des événements politiques qui étaient parvenus jusqu'à notre prison. C'est ce que je fis entrevoir à mon ami par une après-midi durant laquelle, chargé de cadeaux de Noël, il me rendit visite. « Tu continues à dormir » fut toute sa réponse. Ce jour-là, nous causâmes un bon moment, et il arriva que je lui demandasse « Comment se fait-il que tu viennes me voir si souvent et que tu n'aies pas disparu comme les autres, ceux qui ont pris la fuite dès qu'ils ont connu ma situation ? Je suis plus qu'un ami, je suis l'amitié qui nous unit. » Je ne pus éviter un sourire voulant signifier que ce n'était pas le moment opportun de me lancer ces paradoxes. Et j'insistai. Mais comment se fait-il que la police, te sachant mon ami le plus intime, ne t'ait pas arrêté ? Sa réponse fut aussi incompréhensible que le reste. L'amitié me protège, et elle te protège aussi, bien que de façon différente. Et après un instant de silence, il ajouta « Tu ne comprends pas, car tu dépends encore d'eux, comme ils dépendent de toi. Ni toi ni eux ne dépendez encore les uns des autres, mais vous êtes convaincus du contraire. Si vous pouviez saisir seulement cela, vous comprendriez tout le reste en temps voulu. » Ces mots soulevèrent mon indignation et je répondis violemment. Je lui dis que ces paroles offraient une philosophie très intéressante,
dans les soirs de lassitude, mais que dans les circonstances dans lesquelles je me trouvais, elle se transformait en sottise grossière et insupportable. De surcroît, ajoutai-je, employant des termes impubliables, comment puis-je dépendre de ces gens dont l'unique fonction est de lécher les bottes à ce dictateur d'opérette? Je dépends peut-être aussi de quelques crétins qui s'appuient sur la force et claironnent sa popularité quand il tient bâillonner l'opposition. Je dépends peut-être encore de ceux qui pourchassent l'intelligence et parlent de progrès. Si tu m'affirmais tout cela maintenant, je n'en serais pas étonné. En gardant son sourire patient et immuable, il me regarda, m'écouta jusqu'à la fin, et en m'offrant des cigarettes et du feu, il répondit. Tu l'as dit, tu dépends également de ce crétin et de bien d'autres choses. Eux, d'un geste il désigna les gardiens armés de l'autre côté de la grille, l'appui de leurs armes, car ils ne peuvent qu'obéir qu'à celui qui sait les commander. Sans armes, uniforme ni chef, ils ne seraient rien. Ils se croient maîtres de leurs armes, mais en réalité, ils en sont les esclaves. Mais toi-même et ceux qui sont ici prisonniers avec toi, vous êtes pires. Ceux-ci revêtent l'uniforme par crainte de marcher seuls dans la vie et par incapacité à ne rien produire de plus pour le monde. Ils portent aussi un uniforme dans la tête. Mais vous êtes pire. Vous vous dites intellectuel, vous n'êtes en fait que des imbéciles épris de leur sottise. Vous appuyez cette dictature et toutes celles qu'il peut y avoir. Vous les appuyez beaucoup mieux et plus efficacement que les autres. Votre soutien se présente de plusieurs façons, mais surtout par l'attitude de superbe stupide qui vous fait vivre en tournant le dos à la réalité. Vous ne l'appuyez pas seulement, vous la fortifiez. Oui, vous êtes pire que les ignorants honnêtes. Et, cependant, nul parmi vous n'est vraiment coupable. Il me dit tous ces mots avec tant de calme et de gravité que j'en restai bouche bée. Un long moment passa, puis je lui demandai « Qu'est-ce donc que nous ignorons ?» Un fait très simple, une vérité physique en réalité, mais dont vous pensez tous qu'il s'agit seulement d'un précepte moral impraticable. Tu as dû sans doute le lire ou l'entendre quelquefois. Ne résistez pas au mal. Tous ces préceptes furent donnés au monde par d'authentiques sages. Seule une poignée d'êtres dans l'histoire de l'humanité a pu découvrir que ce sont des vérités réellement scientifiques. La science ordinaire, pour sûr, le niera dans sa croyance en l'éthique comme élément séparé de ce qu'elle appelle la matière. Elle ne remarque pas que c'est justement l'éthique qui conditionne et vivifie la matière, créant jusqu'à ses formes. Il y a très longtemps de cela, les hommes de science comptèrent parmi eux un authentique sage répondant au nom de Mesmer. La science, ou ce qu'on nomme de la sorte, le poursuivit et ses travaux ont été ignorés. C'est le sort de tout homme qui découvre la vérité. Aujourd'hui, le mesmérisme passe pour une forme de charlatanisme et, chose curieuse, ce sont justement les imposteurs de la science qui pérorent le plus contre le charlatanisme de Mesmer. Certains de ceux qui l'ont étudié pour faire des cures magnétiques ont approché de la vérité qu'il a laissée cachée dans ses aphorismes. Mais quelques-uns seulement, très rares, ont remarqué que le oui peut être aussi le non.
que le oui est une vérité relative au non, comme le bon l'est au mauvais. Mais tu auras l'occasion de t'en informer, car tu m'as posé finalement une question valable. Je dois avouer que les paroles de cet ami m'ont toujours semblé chose folle. Ce soir-là, il partit plus content et joyeux qu'à l'ordinaire, en me promettant une nouvelle visite dans les jours à venir, ce qui, selon les règlements de la prison centrale, s'avérait extrêmement difficile. Quand je le lui fis remarquer, il me dit « Tu sais te déplacer à bicyclette, n'est-ce pas ?» « Naturellement, lui dis-je. Eh bien, celui qui sait se déplacer sur sa propre bicyclette peut le faire sur n'importe quelle autre. » Diantre, qu'avait à voir la bécane avec sa visite? Bien des fois je me posais parmi d'autres cette question surgie de ces paroles. Je me la pose encore sans trouver de réponse adéquate. Je dois aussi l'avouer, la raison m'indiquait que cet homme était fou, mais j'éprouvais pour lui une singulière affection. J'ai voulu le représenter ainsi, agissant dans une circonstance importante de ma vie, dans cet événement qui marque la fin d'une carrière à laquelle j'avais consacré toutes mes forces et mon enthousiasme. À vrai dire, la perte de cette situation conquise après de longues années de labeur pénible me frappa d'un coup bien rude. Mais quand je dis toutes ces choses à mon ami, il se contenta de répondre. C'est ce qui pouvait arriver de mieux. Maintenant, de toi seul dépend que ton éveil ne te cause pas de plus grande souffrance. Et il poursuivit en disant bien des choses que je pris à ce moment-là pour des paroles de consolation, tant il insistait sur le fait que je possédais certaines qualités personnelles indiquant la promesse d'un éveil. Certes, le but de ce récit n'est pas de faire mon autobiographie, ni de décrire les détails de mon existence agitée avant et après cet événement. Et si je dois noter quelques faits personnels, c'est parce que j'ai besoin de mettre en rapport certains indices qui aident à comprendre mon ami, et qui servent aussi à résumer les écrits qu'il me demanda de publier à cette date, afin d'augmenter le nombre des nôtres. Je me souviens, chaque fois que je lui demandais ce qu'il entendait par « les nôtres », de qui il s'agissait, il me répondait « une espèce très particulière d'abeille qui se développe seulement de temps à autre et par de grands efforts. » Telle fut la volonté de mon ami. Je ne l'accomplis pas uniquement pour avoir donné ma parole, mais parce que je remarque dans tout cela quelque chose, peut-être de valeur et qui m'échappe. Il est possible qu'un lecteur sache de quoi il en retourne et peut me faire comprendre cet homme. Nécessairement, je dois aussi faire un aveu. Je ne sais comment il s'appelle, jamais il ne me donna son nom réel, et, excepté une fois, il ne m'arriva jamais de lui poser ces questions de rigueur qui exigent le nom et le prénom, l'âge, la nationalité, la profession, etc. Peut-être que quelqu'un parmi vous le connaît-il, ou a-t-il eu de ses nouvelles, et je dis cela car, dans cette occasion où je voulus aborder cet aspect de son être, je laissais entrevoir mon intérêt pour ses origines et pour des points qu'il n'expliquait jamais spontanément, comme le fait en général tout homme désireux d'inspirer confiance aux autres. Mon ami était très différent de toutes les personnes que j'ai connues dans ma vie, et l'impression qu'il produisait ne paraissait en rien lui importer. De sorte que quand la question de mon intérêt pour lui surgit, il dit ces mots énigmatiques. Celui qui le veut vraiment peut me connaître. Il faut seulement le vouloir pour commencer. Je suis partout en général et nulle part en particulier. Je vais vers celui qui m'appelle. Mais ce n'est là qu'une manière de le dire, car
la réalité est autre. Peu savent m'appeler. Et souvent, lorsque je me présente à eux, ils ont peur. Ils perdent la tête et commencent à m'accabler de nombreuses questions. Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? De quoi vis-tu? Où travailles-tu? Voilà le style. Je ne réponds jamais à ces impertinences car, si l'homme ne sait pas ce qu'il veut, il vaut mieux qu'il ne sache rien de moi non plus. Il arrive aussi que ceux qui me cherchent à leur insu décident de ne me prêter aucune attention ou attribuent tout à eux-mêmes. Il en est également pour me considérer comme mauvais. Mais il est naturel que cela se produise ainsi dans cette époque de franche dégénérescence de l'intelligence humaine. Je détruis les rêves des hommes et ne leur laisse pas une seule illusion sur pied. Rares sont ceux qui se décident à garder le contact avec moi. Mais ce sont les vrais bienheureux, car ils ont la possibilité de connaître la valeur réelle de la vie. Bien sûr, cette connaissance comporte ses responsabilités, mais tu t'informeras de tout cela en temps voulu. Je me souviens de lui avoir dit à cette occasion, alors je me réjouis de ne pas t'avoir importuné. Je te prie d'excuser ma curiosité. Je ne voudrais pas perdre mon contact avec toi pour rien au monde. À ces mots, il sourit et ajouta, il existe un moyen simple pour le conserver, en se rappelant. Le souvenir est le contact avec la mémoire. En elle se trouve la connaissance ou la vérité. La transcendance est de s'unir de tout cœur à la vérité. Profite de mon amitié tant que je suis avec toi. Il te sera utile de t'efforcer à entendre les choses que je te dirai et à me comprendre. Chaque effort réalisé dans ce sens sera pour toi un gain positif, même si souvent ta vie entière te semble s'écrouler. Tu comptes parmi ceux qui m'ont appelé sans se rendre compte au juste qu'ils me cherchaient. Tu ne m'as pas assommé de questions, ni de sottes demandes, mais je dois t'avertir. Si tu possèdes bien quelques qualités qui me gardent à tes côtés, ces mêmes qualités peuvent m'éloigner complètement de toi si tu ne t'éveilles pas. Au moins, si tu t'éveilles maintenant, et cela ne dépend que de toi, tu ne supporteras pas la souffrance qui t'attendra certainement lorsque tu devras rester seul et dans le silence, comme dans le désert. Je ne puis t'accompagner qu'un moment. Si tu n'apprends pas à thésauriser tout ce que je te donne, tu seras le seul coupable. À cette époque, le ton protecteur qu'il employait vis-à-vis de moi dans ces circonstances me dérangeait. Sa gravité me paraissait absurde et hors de propos. Plusieurs amis et quelques collègues de travail éprouvaient à son égard une antipathie prononcée. Ils me demandaient ce que je voyais en cet ami et le qualifiaient de bizarre. Certains le disaient dépourvu de sentiments, tout à fait insensible. Mais je sais que c'était un homme rempli d'amour. Quand tout de suite, après un incident social, je lui commentai les opinions de mes amis, il me dit « Ne sois pas inquiet à cause d'elles. Ce sont là les déchets du monde, le véritable mal de la société humaine. Tu trouveras toujours dans leurs poches les 30 pièces d'argent. Je n'ai rien à voir avec eux, et jamais je ne le voudrais. Ils sont soumis à d'autres forces dont ils pourraient se libérer s'ils le voulaient réellement. Mais ils se sont épris d'eux-mêmes, et ils confondent le sentiment avec leur faiblesse naturelle. Mais il vaut mieux, et il est plus rapide que je fasse un récit chronologique des faits.